Alors on va parler de transformation digitale dans le domaine de la distribution avec Amazon Prime Now qui arrive sur le marché en France, enfin pas seulement en France, d'ailleurs en Europe. Alors est-ce que Amazon va tuer le commerce de la distribution classique? Non. Non, on doit dissocier Amazon, qu'on connaît tous, sur lequel on fait des commandes plutôt du non-alimentaire, du sujet Amazon Prime Now qui a été mis en avant plutôt sur la livraison à domicile, notamment de l'alimentaire. En fait, déjà, il ne faut pas oublier que dans le centre-ville, le petit commerçant, c'est aujourd'hui quand même Carrefour City, c'est Monoprix, c'est Franprix. Donc on est déjà avec des grands retailers, ce n'est pas des petits commerçants sur lesquels Amazon va chercher à se positionner. Non, le sujet pour nous aujourd'hui, il est moins pour Amazon de se lancer dans le commerce alimentaire que d'attirer de nouveaux clients dans son système d'abonnement qui va, par de l'alimentaire, servir de tête de gondole à des achats non alimentaires. C'est-à-dire, en fait, je pense que toute la stratégie, c'est plus de soit d'augmenter la fréquence des clients qui viennent sur Amazon, soit de s'en servir pour tous ceux qui aujourd'hui consomment via des gens comme Auchan Direct, comme Oura, comme Aushop, c'est-à-dire de la livraison à domicile en urbain, en centre urbain, eux vont souffrir. Mais ça représente un Auchan Direct, c'est même pas un magasin, c'est la moitié d'un magasin d'un grand distributeur. Donc la réponse est non, mais peut-être au travers de cet abonnement, demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, la réponse pourrait être oui. En fait, la réponse, elle peut être... je ne crois pas, en tout cas sur l'alimentaire, qu'ils vont prendre une part de business significative en France, ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose dans d'autres pays, compte tenu de l'importance du drive. C'est-à-dire que quand même, qui représente aujourd'hui à peu près 4% du chiffre d'affaires de la distribution alimentaire, qui continue à être en croissance. Et il y a 2 enseignes aujourd'hui qui sont très en avance dans ce domaine-là, c'est Auchan et c'est Leclerc. Et ces 2 enseignes-là. Et le maillage aujourd'hui des commerçants terrain en France est tel que ça sera plus difficile. Mais encore une fois, je pense qu'à moyen terme, c'est certainement un coup gagnant. Alors si on essayait d'identifier la part du digital à l'intérieur du commerce de distribution, alors est-ce qu'on arrive en rajoutant le Web to Store, les Drive, les Amazon et compagnie, est-ce qu'on arrive à savoir à peu près combien ça représente? C'est vraiment. Alors si on parle des grands retailers qu'on connaît, là plutôt du grand alimentaire, aujourd'hui en dehors du drive, c'est très peu significatif. Et ils ont tous des initiatives importantes. Ils ont tous intégré de plus en plus, que ce soit un Carrefour, un Leclerc, tout ça, ils comprennent, mais c'est des gens qui ont été à reculons. Parce que quand on est propriétaire de magasin, pendant très longtemps, on a vu le digital comme un concurrent qui allait baisser la valeur patrimoniale de mon magasin. Alors c'est pas toujours vrai, Darty par exemple réalise déjà 30% de ses ventes en Web to Store, et si on compte, si on enlève le gros électroménager, ça monte à 50%. Alors on va y revenir d'ailleurs parce que sous la pression d'Amazon, il s'est passé quelque chose juste avant l'été. Oui, c'est la fusion, ou plutôt le rachat de Darty par la Fnac, et qui est un mouvement qui est absolument, je dirais, naturel et normal, qui est un mouvement de survie. D'abord parce que ça va améliorer leurs conditions d'achat. On est quand même dans un business où la problématique numéro 1, c'est d'acheter bien pour vendre moins cher. Donc le fait de fusionner les 2 sociétés, ça va permettre d'avoir des conditions d'achat qui sont meilleures pour l'ensemble des retailers, et ils sont assez complémentaires. Maintenant, ce qui va être difficile à gérer, je pense, dans cette fusion, comme dans toutes les fusions, c'est la différence culturelle. Alors, il y a quelque chose d'important qui s'est passé au moment de cette fusion, c'est que l'organisme qui contrôle la concurrence et les prix en France, a pris une décision par rapport justement à cette fusion qui normalement n'aurait pas eu lieu, parce qu'elle représentait une part trop importante de position dominante. Oui, parce qu'à ce moment-là, si on considère que les magasins, et là on ne peut plus considérer ça. C'est-à-dire que vous prenez toutes les places de marché non alimentaires, vous prenez Amazon, l'ensemble de ceci fait qu'on ne peut plus considérer que le magasin. Donc effectivement, dans le domaine non alimentaire, le Web to Store est important. Et il va croître. Ce qui est assez remarquable, c'est on peut étendre ça, par exemple, je dirais
à la manière dont le digital peut rentrer dans tous les magasins. Je vais prendre une enseigne comme Leroy Merlin. Aujourd'hui, si vous voulez, je ne suis pas sûr que le drive-to-store représente beaucoup. Je n'ai pas de chiffres là-dessus. En revanche, ce qu'ils réussissent à faire, ce qui est assez remarquable, c'est la continuité du service à partir du digital. Vous faites une commande, vous appelez Leroy Merlin, vous avez automatiquement votre numéro, ils vous disent: est-ce que vous appelez pour la commande? Vous pouvez venir la retirer au magasin ou on peut vous la livrer. Et donc cette continuité de service digital, ça c'est remarquable et ça va se développer. Donc finalement, d'une certaine manière, et c'est logique, le digital n'est pas forcément un concurrent de la distribution, c'est un moyen d'améliorer l'expérience client. C'est un moyen d'améliorer. Enfin, c'est devenu impossible, ce que j'essaie souvent de dire d'ailleurs à des retailers et à des patrons de magasins, c'est de dire vous trompez de débat maintenant, quoi. Ouais. C'est-à-dire que penser que vous allez perdre de la valeur patrimoniale parce que c'est ça, parce que vous allez faire rentrer du e-commerce chez vous, c'est une vue de l'esprit, ce n'est plus possible. Et je leur dis souvent de regarder comment comportent leurs enfants, ça permet d'éclairer un peu le débat. Et alors, si justement il y a un tel, une telle difficulté à faire passer ce message auprès des acteurs classiques, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur où justement il y a des Amazon qui sont sur le terrain, mais il n'y a pas que Amazon, il y a des Zalando, il y a des gens comme ça qui sont très actifs et qui eux aussi vont vers le magasin physique. Ils ont bien compris que le magasin était important. En fait, je ne crois pas beaucoup au e-commerce, ceux qui ont réussi à bousculer le marché, qui vont transformer ceci avec des magasins. Je crois pas que ça c'est pas l'histoire qui va s'écrire. En tout cas, je peux me tromper, mais j'y crois pas. Ce qu'on voit quand même depuis 5 ans, c'est que si vous preniez les top 10 des plus grands retailers ou du e-commerce, il n'y avait pas un seul brick and mortar dans ce top-là. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de remonter. C'est-à-dire que tous, les Walmart, les Carrefour, avec le temps, avec leurs difficultés, et vous savez, la problématique numéro 1 de tous ces gens-là, c'est pas de mettre de l'argent dans le e-commerce, et ainsi de suite. C'est la logistique. C'est les systèmes d'information. Parce que fondamentalement, quand vous avez comme un Intermarché 1800 magasins à livrer, quand vous avez des systèmes logistiques construits dans un monde qui était le monde du magasin physique, et que vous devez passer dans un monde de la marketplace, ben vous avez des trucs qui ne marchent pas ensemble. Et le premier enjeu pour transformer le digital dans ces grands... c'est des enjeux de système d'information. C'est ce que Auchan est en train de faire de manière assez remarquable, c'est ce que des gens comme Fnac ou Darty ou Leroy Merlin ont parfaitement compris. Mais ça demande du temps. Un changement de ce système d'information, c'est 3 ans. Mais une fois qu'ils l'ont fait, je pense qu'ils sont capables de venir lutter. Et alors, dans ceux qui n'y arrivent pas, il va peut-être y avoir aussi des reconfigurations ou de la consolidation sur ce marché. Oui, il y aura de la consolidation, il va y avoir en fait, vous avez 2 choses. Il y a la distribution généraliste qui est déjà très concentrée en France. D'accord ? Est-ce qu'on va aller plus loin ? Je ne sais pas. Sur les verticales, que ce soit le bricolage, le jardin, là, on aura certainement des concentrations plus importantes. Parce qu'il est presque plus facile pour un e-commerçant d'aller attaquer des verticales que d'attaquer des généralistes. Le problème des généralistes, c'est qu'ils se font grignoter un peu par tout le monde. Et particulièrement pour les généralistes, les retailers, ils se sont fait grignoter du non-alimentaire qui était rentable. Et ça, c'est un vrai problème pour eux. Mais alors, est-ce qu'ils vont justement pouvoir continuer avec juste la partie alimentaire qui n'est pas rentable ? Ouais, enfin, qui n'est pas rentable, qui est moins rentable. Moi, j'ai pas d'inquiétude. L'inquiétude plutôt dans ce marché-là, c'est ce qui se passe sur le marché français, si on parle de l'alimentaire un tout petit peu, c'est la spirale déflationniste des prix en France qui grignote les marges. Et à un moment donné, qui grignote les marges des 2 côtés, c'est-à-dire du côté des fabricants et du côté des distributeurs. Et ce que je dis en souriant, si vous écoutez tous les patrons des grandes enseignes aujourd'hui, ils vous disent tous qu'ils vont gagner 2 points de part de marché à 3 ans. Alors quand vous faites la somme des 2 points de part de marché, vous arrivez à 120%. Donc il y a un petit souci, si vous voulez. Et l'histoire a montré, et on peut prendre le cas de Géant par exemple, qui est une enseigne qui a toujours eu depuis 15 ans des difficultés. Cette enseigne a décidé il y a 3 ans de passer d'un statut d'hyper moyen
à discounter de la distribution alimentaire. C'est un choix du patron de Casino, donc Jean-Charles Naoudry, qui a dit on va faire un vrai discounter avec Géant. Il aura fallu à peu près 3 ans pour avoir le bénéfice de cette baisse de prix énorme. Mais ça montre aussi à tous les autres que c'est parce qu'il a baissé ses prix qu'il a repris les parts de marché. Alors une petite dernière question. J'ai lu attentivement votre étude Panotrade de 2016 que vous réalisez tous les ans depuis 2003. Et sur cette première partie, justement, vous insistez sur le manque de différenciation entre les enseignes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de se réveiller? Est-ce que le digital ne peut pas électriser tout ça? Alors, si le digital peut électriser, on va prendre un exemple juste qui vient de sortir cette semaine. Par exemple, alors c'est pas le digital, mais c'est la réalité virtuelle. C'est-à-dire, par exemple, Carrefour, dans son mois Carrefour, qui dure 4 semaines, a lancé une opération avec la possibilité, un peu comme les Pokémon Go, de voir à travers des lunettes virtuelles que vous mettez votre casque, votre iPhone sur vos yeux, et vous allez avoir surgir des produits, des choses comme ça. Donc on voit bien que l'événementialisation, qui est quand même extrêmement important, peut être une manière de se différencier. Et donc là, il joue le pari de la réalité virtuelle. Je ne sais pas, c'est sorti cette semaine, si ça va remporter un succès, mais ça montre bien que ces enseignes sont capables d'être très innovantes, très nouvelles. La question qui est importante, c'est est-ce que ça va concerner la masse? Parce qu'en réalité, c'est des millions de gens qui vont dans leur magasin, donc quelle fraction peuvent-ils animer par ce genre de choses?